Bonjour tout le monde, bienvenue pour ce nouvel épisode de Mon Patrimoine. Aujourd'hui, je suis avec Marc Agouni qui est le CEO de Token Asset. Token Asset, tu vas nous dire ce que c'est. Je présente rapidement. C'est c'est une institution qui implémente en fait la technologie blockchain avec des services BaaS, Blockchain as a Service, pour les entreprises, commerçants de la Réunion, Océan Indien et Afrique. Donc, salut Marc, est-ce que tu peux te présenter peut-être pour commencer? Bien sûr, bonsoir Guy, enchanté d'être là en tout cas. Je suis Marc Gouni, le CEO de Token Asset. C'est une jeune start-up qui a à peu près 2 ans, qui travaille dans la technologie blockchain, voilà, pour essayer d'éduquer, en tout cas, et de former les entreprises de la Réunion, parce que je suis basé à la Réunion. Je suis revenu à la Réunion depuis 2 ans avec ce projet-là, avec plusieurs focus et plusieurs projets en cours, notamment la tokenisation des entreprises de la Réunion. Donc, c'est comment utiliser la technologie blockchain, comment l'intégrer en tout cas dans le système pour que on puisse un petit peu comme l'Internet utiliser des nouveaux outils technologiques qui sont proposés maintenant. Excellent. Donc, ma première question, c'est lorsqu'on parle de blockchain, ce qui revient en premier dans la tête des gens, c'est le Bitcoin. Et Oui, déjà, c'est qui le c'est vrai, fondateur c'est du vrai. Bitcoin? Du Bitcoin? On cherche toujours le secret. Alors, c'est plutôt c'est un livre blanc qui a été sorti fin 2008, début 2009, qui est proposé. Donc, c'est plutôt une personne, ou on pense c'est plutôt un groupe de personnes qui s'appelle Satoshi Nakamoto. C'est un pseudonyme en fait qui a été créé puisqu'il a été mis Mhm. sur des réseaux un petit peu de cryptographie et d'esprit un petit peu libertarien dessus, qui a proposé un nouveau système qui est indépendant en tout cas des États et des systèmes comme les banques, par exemple, et qui permettent de faire des transactions grâce au réseau Internet facilement avec une application téléphone ou un ordinateur pour pouvoir transférer en tout cas de la valeur, donc de l'argent, de la monnaie, cette nouvelle monnaie qui s'appelle ce fameux Bitcoin. C'est un logiciel, c'est un code informatique en fait, et qui permet de transférer en tout cas la valeur par sur la planète. Yes, Mais on personne ne a sait qui c'est. clairement. Donc, on a vu les différentes fluctuations à l'époque lorsque le Bitcoin, lorsqu'on a entendu parler de ça pour la première, enfin, lorsque ça a commencé à péter, lorsque c'est passé peut-être à, je crois, à 1000 $, on a vu une masse de personnes courir vers ce nouvel Eldorado là, jusqu'à passer, je crois, en 2017, on était dans les 8000, voire 10 000 € de Bitcoin, si je ne m'abuse. 20, 20 000 $. Au pic de décembre 2017, il est monté jusqu'à 20 000 $. Un Bitcoin, Avant de redescendre encore. Et bien sûr. la question, en fait, c'est le Bitcoin, c'est une arnaque ou une opportunité? Déjà, c'est pas une arnaque. Après, il y a des gens qui disent que c'est une arnaque parce qu'ils comprennent pas la technologie, grosso modo. Je veux dire, l'opportunité, on peut dire ça aussi, mais en ayant un esprit, comment ça s'appelle, d'investissement, en pensant que le Bitcoin peut être une valeur refuge. Donc, comme on a eu le lingot d'or ou l'or, en tout cas, on Mhm. pense que ce fameux or numérique, en tout cas, peut être une valeur refuge. La preuve, le logiciel, en tout cas, le protocole a déjà 10 ans. Grosso modo, il y a une communauté qui suit en tout cas et qui a investi sûrement dans les bonnes années, comme on dit, 2010, 2011, 2012. Moi, à l'époque, quand j'ai entendu la première fois parler du Bitcoin, la première fois que j'ai entendu le mot Bitcoin ici à La Réunion, je l'ai connu, enfin j'ai entendu parler qu'il est à 15 $. Voilà, donc c'est pour dire entre 15 $, tu vois ce qui s'est passé en 8 ans, grosso modo. Donc j'ai entendu à 15 $ un Bitcoin. 2013-2014, j'ai commencé à me mettre dedans sérieusement, un peu plus sérieusement. Là, on était aux alentours de 300, à peu près 300 €, 250, 300 euros. Donc, et jusqu'à quand il est monté à l'année à 1000 $, comme tu disais, c'est en 2013. Il y a deux grosses histoires en fait à travers ça. Et puis après, vraiment 2015, on va dire vraiment l'investissement personnel et technique, en tout cas au niveau de l'apprentissage, surtout parce que je suis passé par Paris pour apprendre la technologie, comment sécuriser ces cryptos, parce que j'ai au début évidemment perdu moi mes premiers bitcoins. Je suis tombé dans une mauvaise adresse parce que je savais pas comment c'était quoi les publics, les privés, comment on les garde, comment on envoie. Donc j'ai fait mes premiers essais, j'ai tout perdu. J'ai mis ça de côté pendant un an, ouais, une bonne année parce que j'étais un peu déçu, on va dire. Mais voilà, après j'ai retrouvé un écosystème qui était physique, qui était sur Paris avec le premier lieu physique à Paris, la maison du Bitcoin, la fameuse maison du Bitcoin, qui a permis voilà de pouvoir me former, faire mes premières meet-up, les premières conférences qu'ils organisaient sur Paris. Et à partir de là, j'ai eu vraiment la vraie passion et le vrai déclic en tout cas pour dire c'est quelque chose
va vraiment durer, je pense qu'il va vraiment durer et qui a vraiment un intérêt autant personnel, autant financier, autant technologique, autant un petit peu disruptif, comme on dit aussi. Yes. Donc, jusqu'à plusieurs années après, bah voilà, il est monté jusqu'à 20 000 $ et puis il est redescendu jusqu'à 3 000. C'est ce qu'on appelle les cycles de marché, ça. Hein. De toute façon, c'est comme tout. Hein, et les actions, ça monte, ça descend. Il faut suivre un petit peu et comprendre un petit peu comment fonctionnent ces cycles de marché. Yes. C'est intéressant, tous on voit très bien qu'il y a un intérêt de pouvoir d'investir sur ce sujet-là, même si c'est pas toujours évident de comprendre, vu que c'est quelque chose de nouveau, c'est une nouvelle technologie, au niveau du code aussi, c'est pas quelque chose de commun, c'est un petit peu comme le Java dans le début des années 2000. Tout à fait. Quand j'ai parlé d'arnaque, c'était plus justement au moment où les prix ont commencé à exploser. Il y a eu plein de scandales, des personnes, toi tu fais partie de ces victimes-là qui ont perdu leur Bitcoin. Est-ce qu'il y aurait des moyens comme ça de se protéger? J'ai déjà entendu parler avec Eric Larchevêque de sortes de clés. Est-ce que tu pourrais nous en dire quelque chose par rapport à ça, des clés Ledger, je crois, ça s'appelle? Ouais, c'est une clé USB en fait qui se branche sur un ordinateur et elles sont cryptées en tout cas. Donc tu peux mettre que des bitcoins, tu mets pas de photos dedans, tu mets pas de musique à l'intérieur. Ça sert juste à stocker en fait tes portefeuilles de différentes cryptos. À l'origine, c'était vraiment que du bitcoin. La Ledger, par exemple, au départ, ne pouvait accepter, en tout cas, ne conserver que du bitcoin. Après, 2 ans plus tard, ils ont créé un portefeuille, une clé un petit peu plus grande où on pouvait rajouter 5, 10, 15, 20 portefeuilles différents, les grands noms des cryptos comme Ethereum, Litecoin, etc. Quoi. Tout à fait. Et c'est ce qui m'a fait, c'est ce qui m'a permis vraiment de comprendre en fait la technologie à travers justement cette sécurité. C'est comme on dit, tu dois être responsable de tes fonds. Maintenant, on passe plus par des tiers de confiance, on donne plus notre argent, on confie pas notre argent et nos fonds à des banques qui ont le monopole de pouvoir faire ce qu'ils veulent avec ton livret A et ton compte en banque. Tu dois demander l'autorisation de sortir tes fonds. Maintenant, grâce à cette fameuse clé USB donc de chez Ledger, hein, c'est une société française, qui était une start-up au départ. Maintenant, voilà, où tu peux conserver directement tes… Ils ont levé, Ouais, c'est une grosse boîte 70 maintenant. millions, donc c'est plus une start-up. Oh, ouais. Ils ont vendu dans 160 pays, voilà, ils ont vendu des millions de clés dessus à l'époque. Maintenant, voilà, tu es responsable, tu deviens ta propre banque. Donc, En c'est à fait, toi de tes bitcoins conserver tes ou fonds. alors tes crypto-monnaies en ce moment se retrouvent dans cette clé-là. C'est ça? Alors, c'est un peu plus technique que ça, en fait. Hein. Cette clé, elle te permet, en fait, de pouvoir, avec ce qu'on appelle une clé privée, donc c'est comme un code PIN, mais voilà, un peu plus complexe dessus, de pouvoir uniquement transférer, en tout cas, tes fonds et de donner l'autorisation de transférer tes fonds. Voilà. C'est un peu comme, t'as pas des bits. c'est comme une deuxième Des... clé pour un petit peu comme ce qu'on voit en ligne avec l'authentification à 2 facteurs. Une sorte de deuxième clé qui te permet de valider la transaction ou pas? Non, alors ce qu'il faut comprendre surtout, c'est que personne ne possède vraiment des bitcoins. Tu n'as pas des bitcoins sur ta clé en fait. Hein. Tu as juste les bitcoins, ils sont sur un réseau, ils sont dans tout le réseau, dans tout le réseau de la blockchain surtout. Donc personne n'a vraiment des bitcoins, sauf que tu as la clé, tu as la permission de pouvoir faire déplacer des bitcoins de telle adresse à telle adresse. Voilà, c'est la petite subtilité technologique. Donc cette clé en fait, elle te permet de pouvoir, grâce à cette clé privée, de pouvoir transférer des fonds comme tu veux, juste avec 2-3 petites manipulations sur ta clé. Yes. Donc, on va rebondir. Tu as parlé de quelques cryptos, tu as parlé d'Ethereum. Quelle est la différence, par exemple, entre le Bitcoin et l'Ethereum? C'est quoi? C'est un copycat du Bitcoin? C'est un code qui a été amélioré surtout. Le Bitcoin, c'est vraiment une valeur, c'est un montant, c'est l'or numérique. En fait, il y a une fonction de monnaie programmable. Donc voilà, tu peux envoyer de l'argent d'un point A à un point B d'une personne au bout du monde sans problème. Le projet d'Ethereum, c'est en plus d'être une monnaie, donc tu peux envoyer des fonds à quelqu'un. Je peux t'envoyer un Ethereum, tu peux m'envoyer un Ethereum. Je les accepte hein, de toute façon. En plus, Guy, tu peux m'en envoyer sans problème. Je te donnerai mon adresse. Mais la technologie supplémentaire qu'a créé Vitalik Buterin, c'est qu'il a permis de créer des smart contracts. Donc, au-delà d'être uniquement une monnaie, on permet d'écrire une liste de codes. Hein, c'est juste une liste de codes. Hein, c'est un logiciel de toute façon qui permet en fait de pouvoir interagir entre des ordinateurs et de pouvoir faire plus de choses que uniquement envoyer de l'argent. Donc, les smart contracts sont devenus un nouvel outil technologique, en tout cas, supplémentaire autre que la monnaie. Voilà. Donc, c'est le smart contract, c'est un contrat intelligent, voilà, un contrat qui est auto-exécutable. Donc, il s'exécute tout seul uniquement par du code informatique, toujours. Excellent. Que de la mathématique.
Marc, peut-être pour boucler sur le Bitcoin, il y a plusieurs écoles, du moins deux principalement. Une qui dit que le Bitcoin est une réserve de valeur et une autre école qui dit que c'est un système de paiement qui facilite les échanges. Comment est-ce que toi tu vois les choses par rapport à ça? Ou alors Alors, ce je sont dirais les que deux en même le temps? point numéro, ouais, non, c'est les domaines. En même temps, ça dépend de l'approche que tu as en fait et qu'est-ce que tu penses du Bitcoin justement quoi. C'est déjà de toute façon une monnaie que tu peux transférer au bout du monde de la planète sans problème, hein, sans autorisation, dans un premier point. Maintenant, nous, on va dire les anciens un petit peu, ce qu'ils appellent les Bitcoin maximalistes, hein, c'est vraiment les grands fans du Bitcoin. On pense vraiment que c'est pas qu'une seule monnaie et qu'à l'avenir, il pourrait être vraiment être le fameux or numérique, un vrai lingot d'or numérique. Donc nous, on croit vraiment à du long terme et on imagine peut-être que dans 10 ans, dans 20 ans, on n'aura pas forcément la même envie de posséder un lingot d'or chez soi ou une partie d'or en banque. On préférait avoir un bitcoin, 2 bitcoins, 100 bitcoins sur une clé USB justement. Ce qui nous permettrait vraiment de pouvoir acheter ce qu'on veut si on veut. On peut, voilà, s'il y a encore des histoires comme maintenant de pandémie ou d'histoires un petit peu sanitaires ou un gros crack boursier, bah, nos bitcoins, en tout cas, nous permettront de continuer à faire les échanges. Imaginons quand on a un crack comme en 2008, par exemple, ou une grosse crise financière, et ben, ça n'empêchera pas que si j'ai des bitcoins et tu as des bitcoins, et ben, on pourra s'échanger ces bitcoins pour ne serait-ce que des choses de base, c'est-à-dire acheter à manger ou payer un loyer, par exemple, ou d'échanger contre des fringues, etc. Donc, on pense vraiment que c'est, voilà, une valeur refuge c'est pas uniquement la spéculation. Il y a vraiment deux écoles. La spéculation, c'est j'investis et je vais faire un et demi et puis je garde mon argent et je fais la plus-value. Ou sinon, je garde ça pour le futur parce que de toute façon, avec peut-être un bitcoin maintenant, peut-être dans 10 ans, 20 ans, je pourrais acheter une maison avec ou une fameuse Lambo, comme on disait à l'époque, acheter une belle voiture, peut-être dans le futur. C'est deux approches différentes. Et si on rebondit par exemple sur le jeu qui se fait sur la partie financière, les fluctuations, comme on a l'habitude de voir à Wall Street, c'est qui régit en fait les règles de la blockchain? Quelle est la règle de quoi, je veux dire, qui valide en fait les différentes règles qui permettent de valider ou d'annuler une transaction dans le. J'imagine qu'il doit y avoir une sorte de livre comptable comme ça. Qui est-ce qui régit en fait ces différentes règles? Parce que c'est ça qui est à Alors, il n'y l'origine a du fait pas. que on dit que aujourd'hui c'est à 1000 $ et demain c'est à 10 000 $. Mais c'est quoi, c'est quoi c'est quoi le socle de tout ça? C'est quoi le support qui régit, qui donne justement le canevas à suivre pour faire fluctuer ces prix comme ça? Alors, tout simplement, c'est l'offre et la demande. C'est-à-dire que c'est un marché, on offre et la demande. Il y a des vendeurs d'un côté, il y a des acheteurs de l'autre, il y en a qui possèdent, il y en a qui veulent posséder. Et donc, c'est vraiment comme ce qu'on appelle, c'est un système qui est décentralisé et de personne à personne, en peer-to-peer dessus. Donc, c'est-à-dire que uniquement on a besoin que de deux personnes pour se transférer de l'argent. Donc ça, c'est déjà le premier point. Après, maintenant, qui régit les règles? Personne ne régit les règles puisque en fait, c'est ce qu'on appelle un protocole. Et dès l'origine, en fait, dès que le fameux Satoshi Nakamoto a créé son fameux 10 pages, donc le fameux livre blanc, le white paper qui a été créé, c'est déjà un code informatique en fait à l'intérieur. Donc tout est géré par ce fameux registre que tu disais tout à l'heure, et ce fameux registre, c'est la blockchain. La blockchain en fait qui est ce fameux registre décentralisé. On l'appelle aussi un DLT, hein, c'est Distributed Ledger Technology. Voilà, donc c'est ce fameux registre hein, qui est que tu peux télécharger directement, qui pèse à peu près maintenant à peu près 200 gigas, que tu peux avoir sur ton ordinateur directement. Donc toi-même, tu peux être grosso modo un acteur en tout cas de cet historique de transactions depuis le début. Donc, tu peux télécharger la blockchain sur toi avec toute l'historique qui existe depuis 10 ans maintenant et tu possèdes une copie. Imaginons que un système bancaire qui fonctionne en silo, qui est centralisé, qui a toutes ces données, toutes ces informations dans un seul serveur bancaire, par exemple. Là, maintenant, on est à peu près 10 000, il y a 10 000 nœuds à peu près grosso modo dans le monde où chacun a une copie de cette blockchain. C'est-à-dire que tu peux venir corrompre 100 ordinateurs. C'est déjà pas mal, ça demande quand même Ouais. justement un gros investissement pour venir hacker en tout cas une centaine d'ordinateurs, grosso modo, ou d'attaquer un gros serveur. Ben là, c'est pas possible justement. C'est cette fameuse sécurité de la blockchain, c'est qu'elle permet d'avoir en fait une copie dans plusieurs ordinateurs, notamment, on va dire grosso modo 10 000 nœuds dans le monde. Donc, attaquer un système où il y a 10 000 nœuds dans le monde, où moi ici à la Réunion, Trois-Bassins, dans mes montagnes, j'ai une copie de cette blockchain. Tu peux attaquer peut-être une grande ville, mais tu pourras pas venir jusqu'à chez moi
pour venir hacker mon nœud ici de la blockchain à La Réunion ou au Mali ou en Suisse ou à Paris, etc. Donc ça, c'est aussi le grand avantage de la sécurité parce que c'est décentralisé. Chacun a vraiment un exemplaire, en tout cas, de ce livre. Donc, tu peux venir détruire un livre, mais tu ne peux pas venir détruire les 10 000 livres qu'il y a à côté. Yes. Ça coûterait très, très cher. Ça coûte des milliards. Donc, l'intérêt n'est plus, il n'y a plus d'intérêt en fait de venir dépenser des milliards pour venir récupérer des milliards, grosso modo. Pour la petite image. C'est intéressant tout ça. Est-ce que c'est quelque chose, ça doit être assez complexe quand même de se former. Qu'est-ce que toi tu dirais à une personne, un particulier ou un chef d'entreprise qui voudrait mettre de l'argent, histoire de diversifier son portefeuille sur les différentes sur ces différentes monnaies-là, mais qui ne veut pas forcément se casser la tête à comprendre la technologie. Déjà, est-ce que c'est évident de se former sur cette nouvelle technologie-là? C'est le gros problème, grosso modo, parce que c'est un nouveau domaine. Deuxièmement, c'est un langage technique qui est vraiment propre à ce nouveau protocole, en tout cas, cette nouvelle technologie. Hein. Je t'ai donné pas mal de mots depuis tout à l'heure qui sont un peu complexes à comprendre. On a toujours du mal à l'expliquer dessus. Et surtout, on va dire, on a un adage chez nous, on dit, en fait, tu dois faire tes propres recherches. Ça s'appelle le fameux do it yourself, do it your own recherche. Tu dois faire toi-même tes propres recherches. Alors ça, c'est assez technique. Il y a beaucoup de choses qui sont en anglais, surtout les informations qui sont en anglais. Moi, ce qui m'a pénalisé en fait au départ, c'est que c'était très technique et surtout un langage technique qui était vraiment en anglais. Et ça, c'est toujours un petit peu le problème et c'est ce qui ralentit en tout cas l'adoption de masse, en tout cas, et que les gens puissent utiliser ça simplement. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu es responsable de tes fonds, tu es responsable de ta sécurité. Et ça, c'est un enjeu à l'heure actuelle où on a souvent l'habitude d'utiliser justement des tiers de confiance pour déposer l'argent dans un compte en banque. On va avoir un notaire pour qu'il nous fasse une signature, pour qu'il dise qu'on a bien acheté la maison. On a toujours besoin d'avoir cette relation de confiance. Et cette nouvelle technologie, en fait, elle amène une nouvelle approche de la confiance. Et c'est ça le grand enjeu et le côté un petit peu de nouvelle compréhension et qui est un petit peu dérangeant au départ, c'est qu'on nous donne maintenant la carte dans les mains, d'être nous-mêmes nos propres responsables. Donc, si tu gagnes ou tu perds, surtout, tu peux t'en prendre qu'à toi-même. Donc, apprendre, c'est un peu compliqué, mais ça se fait de plus en plus parce que tu as des lieux, justement, ce qu'on appelle des meet-up, des lieux de mini-conférences de passionnés où on vient échanger gratuitement des conseils, des idées, des plans, etc. Et on explique, on essaie d'évangéliser, en tout cas, la technologie à travers des slides et des présentations sur les différents projets. Mais, on ne dit pas forcément aux gens ce qu'ils doivent faire. Hein. Chacun est responsable, comme tu l'as dit. Est-ce que tu conseillerais quelqu'un d'investir son argent dans les bitcoins ou dans n'importe quel autre crypto? J'ai envie de dire que c'est une technologie qui ne va pas disparaître, déjà pour commencer. On ne peut pas la désinventer non plus. Il y a des gros acteurs qui sont derrière. Il y a des institutionnels et des grosses entreprises et des gros systèmes qui sont mis. On voit maintenant que depuis que le Bitcoin a touché sûrement, alors là on va parler d'investissement et de fluctuations évidemment, mais une fois que le Bitcoin a été connu à 20 000 $ en 2017 où tout le monde en parlait dans tous les journaux, à la télévision et compagnie, arnaque par arnaque, est-ce que c'est bien, pas bien, etc. Je pense qu'il faut quand même avoir un minimum dans un portefeuille. Tu peux investir dans des matières premières, évidemment dans de la pierre, ça c'est le numéro 1, surtout en France, grosso modo, même j'allais dire planétaire, mais il faut quand même garder un pourcentage, si tu as 100% d'investissement, essaye de mettre au moins un bon 5-10% dans des cryptos parce que tu as acheté ça à 1, peut-être que d'ici 2-3 ans, 5 ans, 10 ans, alors c'est peut-être plus rentable en tout cas que la pierre, en tout cas au niveau de temps de rentabilité, parce que la pierre, c'est que tu vas investir 20 ans ou 30 ans dedans, tandis que les crypto-monnaies, on sait que en quelques années, par rapport au cycle de marché, il peut se passer beaucoup de choses. Donc on a quand même envie de conseiller de prendre la technologie et de se mettre un petit peu de crypto de côté. Ça fait du bien. Si c'est pas pour toi, ce sera sûrement pour tes enfants, quoi. Voilà. Tu as parlé de 5%. Ça veut dire que tu valides le fait qu'il serait intéressant d'investir dessus, mais pas non plus de mettre tous ses œufs dans un même panier, quoi, de prendre peut-être 5% de son portefeuille d'investissement, peut-être pour le mettre sur les crypto-monnaies en général, c'est ça? Tout à fait, voilà, 5-10%, ça veut dire que, imaginons que ça marche pas ou que tu n'as pas investi dans la bonne crypto-monnaie parce que tu as quand même plus de 4000 dans ce qu'on appelle un market cap, sur un site en fait qui répertorie toutes les crypto-monnaies, tous les projets qui existent
autour dans les cryptos. Donc sur les 4000 projets, si tu investis dans certains, bah t'es pas forcément sûr que ceux-là vont gagner, vont être rentables, ou que le mec s'est pas barré avec la caisse, comme il y a des histoires comme ça, parce que ça a été le Far West. À un moment, c'était un petit peu le Far West. Non, il faut être un petit peu, je veux dire, étudier un petit peu dans quoi tu vas investir. Quand tu investis un certain montant dans un appartement, tu cherches à savoir où il est placé, tu cherches à savoir combien il est, s'il a été rénové. Enfin, il y a quand même des informations que tu cherches quand tu vas chez un appartement qui soit 100 000 euros, 300 000 euros ou 1 million. Tu cherches des informations pour ton appartement, ou une voiture, ou etc. Bah là, c'est à peu près la même chose. Renseigne-toi un petit peu avant pour savoir quel projet, quel type de crypto, qui est-ce qu'il y a derrière, quelle équipe, depuis combien de temps ils sont là, où ils veulent aller. Il y a quand même une petite recherche à faire, quoi. Mais on peut pas conseiller de mettre all-in, comme on dit. Tu mets tout dans le Bitcoin, mets tout dans l'Ethereum ou dans les grandes crypto-monnaies. Pas du tout. Non, c'est pas intelligent, c'est pas judicieux de faire ça, quoi. Et c'est clair que pour un particulier qui a un petit peu de temps, ce serait pas mal de faire un petit peu comme toi, aller dans des meet-ups pour se former, comprendre un petit peu, pas Ouais. forcément la profondeur de la technologie, mais à peu près les grands enjeux pour, euh, euh, pour pouvoir mieux arbitrer en fait son investissement dans ce nouveau segment-là. Mais est-ce que toi, peut-être comment est-ce que tu verrais pour des profils de personnes qui ils ont forcément un certain budget, qui sont prêts à mettre dessus, qui sont prêts à paître, mais ils ne veulent pas forcément donner du temps sur de la recherche. Est-ce que tu aurais peut-être des institutions ou des plateformes particulières à conseiller qui pourraient gérer ce portefeuille pour toi, un petit peu comme les banques d'affaires qui gèrent des portefeuilles de riches familles ou de Ouais, grosses entreprises? ouais. Ouais, ça existe, hein, qui font. Alors, il y a ce qu'on appelle des crypto-banques dessus qui peuvent justement garder tes cryptos pour toi, parce qu'il y a pas mal de gens qui veulent pas prendre justement la responsabilité de si je perds Et mes surtout clés le temps, ou en fait. pourquoi, Ils veulent comment. pas, peut-être, ils trouvent ça chiant. Ils disent, ben, je sais que c'est intéressant, que c'est l'avenir, mais j'ai pas forcément le temps. Préfère focus sur mes trucs. Et puis, je vais voir un professionnel, quelqu'un qui ne fait que ça, au moins pour Ouais, maximiser. Il n'y a pas c'est- de risque zéro, mais du moins, c'est pour maximiser peut-être les chances de faire du alors profit. nous, c'est pas les vrais fans de crypto, c'est pas vraiment ce qu'ils conseillent, ça c'est vrai, quoi. Mais voilà, il y a de l'asset management de crypto-monnaies à travers des grands noms des crypto-banques, ce qu'on appelle les crypto-banques, grosso modo, où tu peux laisser dedans faire des ordres d'achat, des ordres de vente également, avec des traders qui sont là aussi, puisqu'il y a une grosse partie de trading dessus, hein, Mhm. achat-vente, etc., où tu peux signaler ce que tu veux, t'as investi tant, et tu peux dire, bah voilà, s'il descend en dessous de temps, bah moi je veux le vendre. S'il monte au-dessus de là, bah je vais pouvoir en acheter, etc. Donc voilà, ça dépend tu peux déléguer, en tout cas, tu peux déléguer si tu veux une partie de ton portefeuille à travers des institutions qui commencent à être vraiment connues maintenant sur la place de la cryptosphère, qui permettent de conserver tes fonds également. Yes. Avant qu'on ne se sépare, Marc, j'aurais peut-être une dernière question sur est-ce que tu aurais comme ça des petits offres à nous délivrer sur les pépites de 2020, les nouvelles cryptos qui sortent et qui pourraient potentiellement, qui sont encore early, mais qui pourraient potentiellement péter demain comme le Bitcoin ou l'Ethereum? Bah, j'ai envie de dire, il suffit de regarder on va dire Faire soi-même ses les recherches. 10. Ouais, non, mais déjà, ça c'est vrai. En fait, moi, j'aime pas trop donner des conseils d'investissement. Je parle des projets qui me plaisent, c'est vrai aussi. Mais je force surtout personne à acheter de cela ou de conserver cela, parce que c'est quand même un risque et c'est du conseil d'investissement. Et je suis pas du tout habilité, en tout cas, à faire ça. Mais sur cette fameuse liste qui existe des 4000 projets, si tu suis les 20, 30, 50 premiers, déjà, qui ont déjà ce qu'on appelle une capitalisation déjà de plusieurs millions, en tout cas, de dollars, ça te permet d'avoir des projets sérieux. Alors derrière, il y a des grands noms comme IBM, des Microsoft qui ont aussi des projets blockchain centralisés ou décentralisés. Mais on va dire sa première page où il y a les 100 premières qui sont répertoriées, donc ça va quand Facebook même, on va avec dire le Libra, même si ça fait beaucoup de bruit derrière moi. ouais, ouais, non, mais c'est pas vraiment une crypto, ça, quand même, hein. Ça, c'est juste un nouveau moyen de paiement, un peu digitalisé. Qui utilise Ils la font un blockchain. pseudo, Ouais, une pseudo-blockchain centralisée, ils ont déplacé le problème, quoi. Ça reste géré par des grosses banques. Et s'il y a du Visa derrière, du Mastercard, je sais pas, il est où la liberté financière, en tout cas, ou je sais pas, il est où le côté d'avoir cette nouvelle confiance et ce côté décentralisé, ça marche pas, quoi. Ça va être bien pour acheter des t-shirts ou des baskets sur le réseau ou dans la marketplace, mais pas pour vraiment c'est pas des investissements, déjà. C'est pas, le Libra n'a pas vocation, en tout cas, à prendre de la valeur, etc. C'est juste une nouvelle forme de paiement.
tout simplement c'est digitalisé à travers ton téléphone simplement quoi, pour acheter ou échanger des biens, des services. C'est pas la même chose. C'est pas la même c'est le chose. truc qu'ils ont précisé. L'idée, c'était justement de stabiliser, même au niveau du taux de change. L'idée, le projet, c'était de stabiliser le truc pour justement faciliter, surtout dans les pays émergents, les différents flux financiers. Bon, c'est Et par pas. rapport aux devises, tout à fait. C'est ce qu'on appelle un stable coin, justement. C'est un coin, donc c'est une monnaie qui est stable, justement. Donc, c'est un rapport 1 pour 1. C'est-à-dire que quand on achète 10, 10, tu les revends 10 ans après, ce sera toujours 10 jetons et ils vaudront toujours, grosso modo, 1 pour 1 dollar. Grosso modo, ça vaudra toujours 10 dollars dans 10 ans, quoi. Ça n'a pas vocation à fluctuer. C'est contre l'inflation, justement. C'est un nouveau système qui est fait pour les gens qui veulent utiliser. C'est un petit peu comme un paiement par téléphone, hein, tout simplement. Excellent. Merci beaucoup pour ce partage, Marc. Peut-être Avec une plaisir, dernière Guy. question. Quoi ta stratégie en fait pour te constituer ton patrimoine? Sans forcément entrer dans les Moi, chiffres. je suis. Ouais. Non, disons que je suis un amoureux des premiers projets, du premier projet de toute façon. Donc, je dirais que le Bitcoin, pour moi, déjà, c'est le big boss, hein, c'est le roi parce que il y a la plus grande capitalisation, il y a la plus grande communauté surtout parce qu'il y a quand même des gens, des anciens qui, depuis 10 ans, ont investi dedans, qui ça coûtait vraiment pas cher et qui continuent à les conserver et qui les hold, comme on dit, qui les gardent, dessus. J'aime bien, après les projets comme Litecoin. J'aime beaucoup le projet Litecoin, par exemple, Dash pour son côté privacy, Tezos récemment parce que c'est un projet français avec une grande communauté. Voilà, il y a des projets comme Rootstock qui me plaisent beaucoup parce que c'est des nouveaux smart contracts sous Bitcoin. Ouais, il y a pas mal de choses. Après, je vais pas en donner un particulièrement. Et puis, je mets ce que je peux mettre. Je garde depuis un petit bout de temps et puis j'échange. Voilà, je suis pas du tout un trader déjà pour commencer. Je fais pas de conseils en trading déjà. Et puis maintenant, il y a une nouvelle façon de faire de gagner des crypto-monnaies en prêtant. En fait, tu fais un peu comme c'est toi-même maintenant, comme tu es devenu ta propre banque, tu te permets avec tes fonds toi-même de prêter au réseau tes cryptos et de gagner des cryptos en retour. Voilà, ce qu'on appelle un investissement passif dessus. Donc, tu prends pas trop de risques, hein, c'est sécurisé et ça te permet d'être toi-même, de créer toi-même un livret A, on va dire, ou un investissement passif avec des rentabilités qui sont régulières, sécurisées et visibles et auditables surtout. Merci Tu peux beaucoup, aller Marc. vérifier tout ça, quoi. Excellent. Je te Avec plaisir, remercie, Guy. Marc. Franchement, on a pris une bonne 25 minutes pour essayer Il y a beaucoup de choses à dire dessus, mais c'est déjà pas mal. Je te Oui, remercie pour cela. Et pour ceux qui veulent en savoir plus, on a un épisode un petit peu plus long qu'on a fait sur Débrouillard où on est entré en profondeur. Justement, on parle de Tezos, on parle de ce que tu fais aussi avec Token Asset. Donc, je te remercie encore pour ton temps et je te dis à très vite. avec plaisir, Guy, c'est super. Ciao, ciao. Merci.